Madame Toudoir-sur-la-Pierre Bonjour. et bienvenue aux Assises internationales du roman donc 2020, organisées en ligne cette année par la Villa Gilet. Donc vous avez publié en 2019 aux éditions de Minuit dans la collection Paradoxe cet essai, donc qui s'intitule Le fait divers et ses fictions. Et dans cet essai, vous vous demandez si un livre peut nous faire changer d'avis. Donc vous vous livrez à une sorte d'investigation sur le changement d'opinion par le biais d'une analyse des rapports entre le fait divers et la fiction littéraire. Et cette analyse s'articule en 5 actes qui sont faits autant de chapitres dans votre livre et autant de manières de décliner donc, la mise en scène par la fiction de faits divers. Voilà, donc ça constitue une sorte de visite guidée qui est très agréable de ces territoires littéraires donc, qui exploitent le fait divers. Alors c'est vrai que c'est une matière qui a pu être décriée. Vous citez Bourdieu, donc je reprends. Le fait divers ont pour effet de faire le vide politique, de dépolitiser et de réduire la vie du monde à l'anecdote et au ragot. Il nous détournerait donc de l'essentiel. Alors vous précisez que ce raisonnement manque un peu de nuance. Et vous utilisez une jolie expression à propos du fait divers et de la parole qu'il occasionne, puisque vous dites que c'est le cousu humain des émotions. Et finalement, donc, une manière, en donnant son ressenti, de se défaire de la tyrannie de l'esprit cartésien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous est venue cette idée donc, de traiter du fait divers comme matière, en quelque sorte? Oui, bonjour, merci de m'accorder cet entretien. Je suis ravie de pouvoir parler de ce livre. Alors, c'est vrai, pour reprendre déjà là, la citation de Bourdieu, on voit toute une forme, d'une certaine manière, pas de snobisme, mais un petit peu comme ça, une sorte de condescendance vis-à-vis du fait divers que reprend Bourdieu, parce que justement, le fait divers, c'est un événement dont tout le monde peut parler. Donc, il a quelque chose, une parole, il permet une parole publique, et je pense que du coup, évidemment, il n'est pas électif en fait, d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour parler du fait divers. Et c'est vrai que les intellectuels ont décrit encore le fait divers et la mauvaise presse. Et c'est justement moi, c'est ce qui m'a plu en fait aussi, cette idée que dans le fond le fait divers puisse deux choses en fait, qu'il puisse s'adresser à tout le monde. Il permet à tout le monde de parler. Il suscite des émotions faciles. Quand vous avez envie de parler dans un dîner, c'est très simple de vous lancer sur une affaire. C'est très simple d'en parler. Et en même temps, j'ai remarqué, il me semble que des grands écrivains, s'en sont emparés. Et donc, ça a quand même, il me semble qu'il y avait quand même matière à réfléchir intellectuellement. Voilà, c'est ce que j'essaie de proposer dans cet essai, d'essayer de proposer une réflexion intellectuelle. Alors, il dit, par exemple, Bourdieu dit que le fait divers n'est pas politique. On pourrait y réfléchir, en fait, revenir là-dessus, puisque Barthes aussi s'en empare. D'ailleurs, Barthes écrit de très beaux articles sur le fait divers, mais c'est ça qui m'a plu, cette dimension décriée du fait divers, essayer d'y réfléchir, lui proposer une sorte d'architecture intellectuelle et théorique. Et donc, en fait, l'idée de ce sujet m'est venue j'ai fait un cours à mes étudiants, aussi parce que une autre facette, me semble-t-il, du fait divers, c'est qu'il fait parler, mais aussi il donne envie de lire. C'est-à-dire que les récits de faits divers sont des récits alors, qui possèdent quelque chose d'inavouable, mais qu'on aime lire, en fait. Et donc, quand même, un de nos paris aussi, en tant qu'enseignant, c'est de faire lire nos étudiants. Et en fait, en faisant ce cours, je me suis rendu compte à quel point nos opinions étaient malléables. Est-ce qu'un livre pouvait nous faire changer d'avis? Effectivement, je me suis rendu compte à quel point on pouvait changer d'avis. Il me semble que le fait divers, c'est un type d'événement qui suscite comme ça une sorte de réversibilité d'opinion. Et j'ai été frappée notamment de voir que les étudiants étaient capables de prendre fait et cause pour que ce soit l'affaire Pierre Rivière, qui tue quand même sa mère, pardon, justement pas son père, mais sa mère, son frère, sa sœur, ou l'adversaire de Carrère, enfin bon, et qui avait une sorte comme ça de malléabilité de l'opinion, ce qui rend encore plus important l'activité critique finalement, parce que du coup, évidemment, si ces livres
si nous sommes influençables par ces livres, ça rend encore plus intéressant l'idée qu'on les étudie de manière critique, analytique, intellectuelle. Voilà, et c'était un peu l'objet de ma tentative, en tout cas, dans cet essai. Et donc, justement, à ce propos, en fait, vous introduisez, vous commencez même en quelque sorte votre essai par la présentation et l'introduction de ce concept un peu originel qui est la dissonance cognitive. Voilà, donc une forme d'inconfort mental qui agirait comme un moteur et qui induirait donc le changement d'opinion jusqu'à la réversibilité, vous l'avez dit. Alors, quel est l'intérêt, en fait? Quel intérêt a-t-on à changer d'avis, Alors, c'est vrai que quand je me suis intéressée à cette question du fait divers, en fait, j'essaye de trouver un peu d'armature intellectuelle, théorique, enfin, il y en a peu. Du coup, voilà, il me semblait qu'il me fallait une sorte d'armature comme ça, psychologique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on lisait des récits de faits divers parce qu'en fait, on avait besoin de réponses. On se dit, ah bah voilà, je vais apprendre le fin mot de telle histoire ou de telle et telle affaire. Et je me suis rendu compte en lisant ces livres que finalement, la littérature était là, nous apportait beaucoup plus de questions et de problèmes que de réponses, et surtout qu'elle apportait de l'ambivalence. Effectivement, si on peut lire L'adversaire de Carrère, on peut sentir de la sympathie, ce qui il paraît un truc atroce pour Jean-Claude Roman, enfin, le personnage décrit comme Jean-Claude Roman. Et donc, cette ambivalence, ce que j'ai ressenti comme une sorte d'inconfort moral, c'est-à-dire on a à la fois un plaisir de lecture et un inconfort moral. Je pensais aussi au très beau récit de Truman Capote de sang-froid, et d'ailleurs, Truman Capote lui-même s'attache à l'un des deux criminels, et c'était donc ce que il m'a semblé être un inconfort moral. Et en fait, la théorie de Léon Feinstinger, de cette idée qu'on a besoin d'être cohérent avec soi-même, va provoquer le changement d'avis. C'est-à-dire que je suis en inconfort moral, et donc du coup, je lis ces livres, je me dis voilà, non, tous les meurtriers sont des salauds, je lis ces récits de faits divers, je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça, et donc du coup, je suis prête à changer d'avis pour rester cohérente, alors soit avec mes valeurs, soit avec mes sentiments, là, soit avec mes émotions du moment. Et donc, cette question de la réversibilité, du changement d'opinion, m'a semblé en fait permettre d'expliquer ce qui fait qu'on change d'avis, parce qu'évidemment, on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut provoquer en fait un changement d'opinion, alors que justement, si on regarde dans la vie de tous les jours, le changement d'opinion n'a pas bonne presse. On n'aime pas les girouettes, on n'aime pas les gens qui retournent leur veste. Enfin, on a des expressions d'ailleurs des valorisatrices par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce qui fait que justement, c'est ce qui m'a intéressée, qu'est-ce qui fait que dans le cas du fait divers, et je pense que le fait divers contient des éléments qui nous rendent fragiles, enfin, justement sensibles à cette réversibilité d'opinion, qui fait qu'on va préférer penser une chose on va accepter de penser une chose et exactement son contraire, ce qui est à la fois très rassurant, ce qui montrerait qu'on n'est pas monolithique, mais en même temps aussi très inquiétant. Enfin, c'est pas pour rien que une des expressions, alors moi je l'ai choisie sur le mode du fait divers, mais une des modalités du changement d'expression, ça peut être le prosélytisme d'opinion, le prosélytisme ou la radicalisation, c'est-à-dire je change d'avis et puis je m'engage complètement dans une autre voie. Oui, tout à fait. Alors, on pourra revenir un petit peu plus tard, si vous voulez bien, sur cet enjeu collectif, justement, qui est vraiment qui est prégnant. Et donc, oui, vous faites beaucoup de références à la psychologie cognitive, et vous nous fournissez une sorte de boîte à outils avec même parfois des recettes de mécanismes psychiques. Et ça, c'est très intéressant. Et là, vous avez parlé de notre posture, en fait, de notre position de lecteur dans ce pacte de lecture qui est particulier et que vous qualifiez de pacte de contrebande. Mais en termes justement de posture octoriale, donc vous avez dit que finalement, quand on lit un récit de faits divers, finalement, ça complexifie davantage plutôt que ça n'élucide d'une certaine manière. Et donc, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous vous intéressez au fait que les écrivains sont des sortes d'explorateurs, justement, de la dissonance. Donc, ils vont décliner sous différents aspects. Donc, en tant que lecteur, nous, on est confronté à notre propre banalité du mal aussi, pour reprendre donc les exemples que vous avez cités, celui de Truman Capote ou celui d'Emmanuel Carrère.
quelle est aussi, comment dire, la posture de l'auteur? Vous dites qu'il est un conquérant de l'opinion et que donc dans cette exploration, son objectif, c'est de faire changer d'avis le lecteur. Donc il y a une forme de responsabilité de l'écrivain. Comment est-ce qu'on pourrait, quelle est selon vous, quelles sont les modalités donc actuelles du fait divers, de l'entreprise du fait divers par un auteur? Alors c'est vrai, alors je pense, il me semble que les écrivains qui s'emparent de faits divers, alors je ne suis pas sûre qu'ils veulent nous manipuler. Je pense que les écrivains, ils n'ont pas, évidemment, ils ne sont pas là pour faire la morale dans un livre. Ils n'écrivent pas un livre pour nous faire la morale. Ils s'en fichent et ils ont bien raison. Ils sont là davantage. Alors, et je pense par ailleurs qu'ils ont un rapport avec la complexité, l'ambivalence humaine, psychologique. Voilà, pensons à Dostoïevski, enfin, un merveilleux exemple d'ambivalence. Et ils n'ont pas peur de s'approcher de cette ambivalence. Nous, on n'aime pas trop dans la vie de tous les jours. On aime que les choses soient tranchées, on aime avoir des réponses. Donc, eux, en revanche, moi, je pense que la littérature, les écrivains s'autorisent finalement et aiment c'est ce que François Bon appelle la capacité du pire. Ils n'ont pas peur de s'en approcher et de s'intéresser, on pourrait dire de manière un peu simpliste, à ce qu'on appellerait l'âme humaine. Et il me semble qu'il y a ce que j'ai appelé un pacte de contre-vente, c'est en fait entre l'auteur et le lecteur, c'est que le lecteur, lui, au départ, il vient pour avoir des réponses et il n'aura pas ces réponses. Il aura un récit et un très beau récit, mais il n'aura pas ses réponses. Et par ailleurs, le lecteur, lui, il se croit en sécurité. Si vous lisez un récit de fait divers, vous ne pensez pas que vous allez être impliqué. C'est pas votre, justement, ce n'est pas personnel. On est très loin. Et donc, le lecteur se croit en sécurité et il se trouve confronté à des questionnements qui vont le remettre en cause. Alors, il me semble que pourquoi les écrivains s'en emparent-ils actuellement? On pourrait se poser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui. Alors, on a toujours écrit, si vous tapez faits divers et écrivains sur Internet, j'ai envie de dire presque toute la littérature est faite de ça. Pensez Stendhal, Madame Bovary, enfin, il y en a pléthore. En revanche, on voit très bien la différence. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre s'inspirer d'un fait divers pour imaginer, pour inventer, et puis je crois que la démarche actuelle, c'est davantage de dire je m'empare d'un fait divers pour essayer de lui donner sa profondeur, sa complexité. C'est-à-dire, dans Stendhal, le rouge et noir, le fait divers est vraiment anecdotique, alors que là, il devient central. Et peut-être, enfin moi, c'est mon hypothèse, c'est aussi que c'est une façon pour l'écrivain de reprendre un peu une place sur la scène médiatique, parce que les faits divers, évidemment, sont extrêmement médiatisés. L'affaire Grégory, enfin, on est un exemple extrêmement frappant et d'ailleurs extrêmement symptomatique. Hein. C'est Marguerite Duras qui a eu le prix Goncourt qu'on envoie à l'éponge, comme si, comme si elle était, comme si c'était une journaliste, deux, comme si elle allait, nous comme si c'était la place de l'écrivain de se rendre sur les lieux du crime. Et elle accepte. Et je pense que c'est un symptôme aussi de cette idée que, l'écrivain fait partie de la scène publique, il fait partie du monde et il est là il prend la parole et il est là aussi il peut apporter des éléments intéressants, pas forcément des réponses, mais des éléments intéressants. Et précisément par le biais, et c'est ça qui m'intéressait aussi, alors que c'est un fait réel, précisément par le biais de la fiction. C'est l'idée que par la fiction, finalement, je peux prendre le devant de la scène médiatique. Il me semble qu'il y a vraiment cette idée. Oui. Donc oui, hein, vous dites même que l'écrivain impliqué est l'avatar contemporain de l'écrivain engagé. Et effectivement, donc, l'écrivain est celui qui est à même de mettre en branle toute une rhétorique, de manipuler cette plasticité narrative, en fait, hein, qui est propre aux faits divers. Pardon, mais au bon sens du terme, pour moi, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est vraiment l'écrivain, on peut penser à Yablonka avec Laetitia ou La fin des hommes, et là, il a un rôle, bon, il est historien en plus, et donc il y a un rôle quand même qui n'est pas simplement dire, tiens, je vais faire un peu du buzz ou un peu de parler de moi avec un fait divers. C'est vraiment l'idée que l'écrivain a des outils,
à des modalités d'expression qui vont rendre intéressantes, qui vont révéler des éléments du fait divers. Alors avec cette ambivalence, qui vont révéler poétiquement, esthétiquement, des choses vraiment sordides, parce qu'on pourrait quand même qualifier le fait divers criminel comme par cette… c'est d'abord souvent quelque chose de sordide. Mais il y a vraiment cette idée que là, je crois vraiment que l'écrivain apporte quelque chose par ces modalités que sont la fiction et l'écriture et le style, en fait. Et voilà. Il me semble que c'est comme ça qu'ils reprennent le devant de la scène médiatique. Et donc, littéralement engagé, je dis c'est une nouvelle forme d'engagement, il me semble qu'elle se situe, mais au sens noble du terme. Oui, tout à fait. C'était une question que j'avais envie de vous poser, justement. Vous venez de parler d'Ivan Jablonka et de l'affaire Laetitia, où lui, clairement, il fait un travail aussi de biographie, en imaginant, en redonnant toute l'humanité à la victime, en fait, qu'a été Laetitia. Vous, c'est vrai que vous avez choisi énormément de faits divers criminels, où je pense les écrivains cherchent davantage à se mettre un peu peut-être du côté, ou à explorer ce côté-là, se mettre du côté du criminel. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a motivé ce choix-là? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une caractéristique, je m'en rends compte maintenant. Alors moi, au départ, les faits divers que j'ai choisis, je les ai choisis parce que souvent, ils contenaient une réversibilité. Comme mon sujet, c'était l'idée, est-ce qu'on peut changer d'avis? J'ai choisi précisément des faits divers où la réversibilité d'opinion était effective et massive. Donc, par exemple, dans le cas de l'affaire Grégory, c'est la mère, c'est pas la mère. Dans le cas de Giono, l'affaire Dominici, en fait, est-ce que c'est le père, est-ce que c'est pas le père? Ce qui m'avait fasciné, c'est le père avoue 4 fois et se désavoue 4 fois. Donc lui, il change d'avis en fait tout le temps. Et on se dit mais que cache ce changement d'avis? Donc j'ai pareil l'affaire Patricia Hearst, elle est enlevée par une armée révolutionnaire aux États-Unis dans les années 70 et puis elle adopte leur cause et ensuite elle va encore à nouveau changer d'avis, changer de camp. Et donc j'ai choisi des faits divers qui contenaient cette réversibilité puisque c'était ça en fait qui m'intéressait. Et donc vous avez raison, en fait, on se rend compte que cette réversibilité va de pair avec un élément, c'est-à-dire on se rend compte peu ou prou que l'écrivain va du côté du criminel. En fait, c'est quand même une des polarités, que cette question de la criminalité en fait fait partie en fait probablement du changement aussi de la réversibilité d'opinion. C'est vrai que dans l'affaire Laetitia, il n'y a pas tellement d'ambivalence. L'ambivalence serait davantage du côté médiatique, du côté politique, si on pense à ce que Yamanka raconte, du président de l'époque et tout ça. Là, l'ambivalence est là. En revanche, la victime, on n'est jamais du côté du criminel. Mais c'est vrai qu'il me semble que la réversibilité, cette réversibilité d'opinion, elle est particulièrement active quand il y a meurtre, en fait, on pourrait dire, et surtout quand le meurtre reste secret. Enfin, dans le fond, l'élucidation du meurtre reste sous caution. Oui, tout à fait, oui. Parce que bon, c'est quand même aussi pour vous à l'occasion d'une réflexion critique sur le pouvoir aussi et la justice. Je pense à l'affaire Dominici que vous avez évoquée et donc à l'interprétation qu'en fait Giono, où il analyse la parlure en quelque sorte de Dominici qui est mis face à cette espèce de rhétorique judiciaire qui est complètement implacable. Donc il y a aussi il y a une volonté de défense à ce moment-là de la part de l'écrivain. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une autre caractéristique du fait divers et de sa réversibilité, c'est le procès. Parce que le procès, symboliquement, c'est deux opinions qui s'affrontent, j'ai envie de dire, du côté du coupable et du côté de l'avocat général. Et finalement, la décision qui va être rendue, ça va être de l'un ou de l'autre côté, en fait. C'est rien d'autre finalement que deux opinions qui s'affrontent. Et donc, je pense que ça, c'est une première chose. Et aussi parce qu'évidemment, on attend, et c'est aussi le rôle de la littérature, mais sur un autre, qui va jouer sur une autre modalité, on attend qu'il y ait réparation, qu'il y ait justice au sens littéral. Et parce
que la littérature va apporter, c'est une forme de justice, mais symbolique, ou de consolation symbolique, que va être le temps de lecture. Mais c'est vrai que, alors, ce qui est aussi intéressant dans l'affaire Dominici, c'est effectivement ce à quoi est sensible Giono. On est dans les années 50 et c'est ce que va reprendre Barthes, et ce qui montre que le fait divers est politique. Ce qui frappe Giono, c'est que Gaston Dominici, qui donc est accusé de ce meurtre de ce couple d'Anglais dans son champ, dispose de 35 mots. Et donc, évidemment, ce que dit Giono, je ne vais pas compter, mais donc, il n'est pas à même de se défendre, il ne comprend même pas les questions certains mots des questions qu'on lui pose. Et bon, l'idée de Barthes, que reprend Barthes dans un article qui est très belle, c'est de dire, mais en fait, c'est le procès de la littérature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'avocat parle comme ce qu'il appelle la littérature bourgeoise bien pensante, et donc, le Gaston Dominici ne peut pas se défendre parce qu'en fait, il ne connaît pas ces codes. Et donc, ce qui est aussi intéressant, donc, ce que dit Barthes, d'une certaine manière, c'est qu'on pense et on parle avec les mots de la littérature de notre époque. Dans le fond, que la morale, finalement, dont on est issu, elle provient aussi de ce qu'on lit à notre époque. Et en fait, Barthes fait un peu le procès de la littérature bourgeoise de son époque. Et en cela, on pourrait dire qu'effectivement, les faits divers, c'est les écrivains cette littérature-là, c'est aussi un reflet de notre monde actuel, de nos valeurs et de notre modalité de pensée. Et ce qui est très beau chez Giono, c'est que c'est en tant qu'écrivain qu'il cherche à décrypter, à montrer, en fait, mais parce que la question qui se pose, c'est si ce n'est pas Gaston Dominici qui a tué, qui ? En fait, c'est ce que posent toutes les affaires criminelles. Si ce n'est pas lui, qui est le coupable ? Et ce que je trouvais, moi, très beau en travaillant, c'est cette ambivalence. C'est-à-dire qu'il veut dire qui est le coupable et il ne veut pas le dire. En fait, et tout est fait pour qu'il suggère au lecteur un coupable potentiel, et probablement réel, qui était son petit-fils, le fils d'une de ses filles. Mais il ne peut pas avouer que c'est lui. Et donc, tout le travail de Giono, et significativement le texte, donc il y a les notes de l'affaire Dominici de Giono, mais il y a un deuxième texte qu'il ajoute qui s'appelle « Essai sur le caractère des personnages ». Et c'est en travaillant sur le caractère de ce qu'il appelle des personnages qu'on comprend la complexité des relations dans cette famille. Donc, j'avais trouvé ça très, très émouvant, justement, cette scène de procès où il dit à un de ses fils, mais dis, qui est le coupable ? Moi, je ne vais pas avouer, mais toi, dis-le. Mais ce que ne fait pas le fils. Voilà. Et donc, je trouve, voilà, il me semble que c'est pour ça que le procès, c'est un lieu particulièrement intéressant, en fait, de ce qui se joue dans le fait divers. Aussi parce que, et d'ailleurs j'avais appelé mon essai un géant en acte, aussi parce qu'il y a quelque chose de profondément théâtral, en fait, qui se joue, et probablement aussi du coup, pourquoi ? Parce que nous, notre modalité européenne de pensée, c'est une modalité sans doute sur le mode du destin. C'est-à-dire que nous, notre littérature, notre culture judéo-chrétienne, c'est une littérature du destin. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer dans un procès ? C'est un coup de théâtre. Donc, c'est un renversement, ce que j'appelais une métabase, c'est-à-dire un renversement de ce qu'on croyait inéluctable. Et donc, c'est l'affaire Henri Girard où on croit qu'il va être condamné et hop, retournement de situation. Ce qui est aussi très beau, parce que c'est grâce aux mots, en fait, c'est l'avocat, en fait, qui défend, maître Garçon, qui défend, et en fait, qui retourne l'opinion et les jurés. Et donc, vous voyez tous ces liens entre la qualité de la parole, le lieu du procès, la théâtralité du procès. Et qu'est-ce que c'est qu'un procès, sinon le lieu même de la démocratie, en fait. Nous, on a remplacé la démocratie, s'instaure par le lieu du procès. On décide de ne plus faire justice nous-mêmes, mais c'est là où va se jouer la justice. Oui. Et c'est vrai que vous avez parlé donc de l'affaire Girard aussi, et Jaénada, donc dans la SERP, nous emmène d'abord, nous fait suivre la voie du procès à charge, puis exactement l'inverse, et puis ensuite ouvre encore sur quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'on le suit tout du long, et au final, on a pensé une chose et son contraire, voilà, donc par le biais de cette acrobatie, de ces acrobaties mentales, en fait, qui sont donc bien menées par l'écrivain. Et vous dites à un moment, justement, donc,
le récit de faits divers représente aussi donc un enjeu collectif, hein, puisque donc il permet de réactiver un sentiment communautaire, hein, ce que vous avez exprimé aussi, et qui a effectivement ce jeu démocratique, puisque quand on s'intéresse aux effets aussi d'un texte, en fait, le fait divers vient comme je vous cite, une expérience paradoxale et intense du vivre ensemble. Voilà, c'est une belle expression. Et que donc, il faut concevoir la lecture de faits divers comme un acte collectif. Voilà. Et il y a toute une image, hein, du lecteur qui se dessine. Donc, il y a eu à la fois ce lecteur que vous qualifiez aussi donc d'affamé, d'amnésique, qui aurait besoin de savoir, et qui, en même temps, donc à notre époque, on n'est plus à l'époque de Giono, est un lecteur augmenté, qui a accès à énormément de sources, et qui peut presque être, en termes de connaissances et de documentation, sauf dans le cas de Carrère, capotant son temps, qui avait tissé des liens très très proches avec les criminels, qui peut être sinon presque au même niveau que l'écrivain lui-même. Donc, qu'est-ce qui se joue là-dedans, en fait? Quelle image du lecteur est-ce que vous suggérez? Est-ce que vous aussi, durant vos investigations, vous avez progressé dans l'image du lecteur? Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux choses, hein. La question du lecteur est effectivement centrale. D'abord parce que moi, c'est vraiment une expérience de lectrice. En fait, le livre de Génada Lasserbe, je me suis rendu compte que j'avais complètement, j'avais la première partie, je crois complètement qu'il est coupable. Et en fait, je lis la seconde partie, je me dis, mais non, en fait, effectivement, il n'est probablement pas le coupable. En fait. Et je me dis, mais comment j'ai pu à ce point suivre cette opinion, enfin, ce va-et-vient d'opinion. Et donc, c'est vraiment mon expérience de lectrice et ma propre réversibilité, en fait, hein, qui a suscité justement cet intérêt, en fait, sur la position du lecteur. Et en fait, donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer de réfléchir sur qui est le lecteur de faits divers, comment il lit, qu'est-ce qui l'intéresse. Et en fait, en travaillant sur ça, je me suis rendu compte, j'ai eu le sentiment que et en voyant comment moi-même je procède, c'est-à-dire je faisais aussi des recherches sur Internet, on a accès aux procès-verbaux maintenant, enfin, et je me suis rendu compte que, c'est un de mes postulats, que le lecteur, hein, de faits divers s'apparente, serait une sorte d'archétype, une sorte de modèle ou de prototype du lecteur actuel. C'est-à-dire que dans le fond, le fait divers active notre rapport actuel à la lecture, notre façon actuelle de lire. C'est-à-dire, on ne lit plus, parce que par exemple, moi, je me suis rendu compte que je lisais un fait divers, ben, j'allais évidemment voir l'affaire sur Internet, comment elle avait eu lieu. Enfin, on va voir le fait tel qu'il s'est déroulé. Donc, en fait, il y a toute une lecture dédoublée, c'est pour ça que je disais augmentée, parce qu'en fait, on ne lit pas simplement un livre, on va aussi chercher le contexte et on peut le faire en parallèle. Je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi mener soi-même son enquête. Et puis aussi parce que si on regarde la façon, aussi parce que si on regarde la façon dont on lit actuellement, il me semble que, par exemple, évidemment, Internet, c'est aussi un rapport au virtuel. Et il me semble que justement, ça crée, ce qui m'intéresse dans le fait divers, c'est que c'est un fait réel et qui trouve son accréditation dans des sources, dans beaucoup de sources virtuelles, en fait, dont on trouve actuellement des traces. Et donc, et on peut aussi se dire, tiens, mais je cherche la trace de tel ou tel criminel, c'est possible, hein, qui ont payé leur peine. Et donc, il me semblait par une autre modalité de la lecture virtuelle, par exemple sur Internet, enfin, si vous lisez notamment sur Internet, on sait que l'esprit rationnel ne fonctionne pas exactement de la même manière, l'esprit critique n'agit pas autant, et donc vous êtes sujet à croire un peu tout ce que vous lisez, en fait, hein. Vous êtes facilement manipulable et malléable, en fait. On a tendance à croire tout ce qu'on lit sur Internet, et vous lisez une chose et son contraire. Et donc, toutes ces modalités de lecture du fait divers, je trouvais, faisaient écho aux lecteurs que nous sommes actuellement. On est capable d'avoir soi-même accès au savoir. On n'a plus besoin que des livres pour savoir. En fait, et en même temps, on a besoin on manque de rationalité, on manque d'esprit critique, en fait. Et il me semblait qu'il y avait un point commun. Et pour la question du vivre ensemble, parce que c'est aussi un élément important. Alors, vivre ensemble, pourquoi? Parce qu'en fait, le fait divers fait parler, me semble-t-il, hein, collectivement. Il unit une collectivité. Et en fait, on pourrait vraiment, alors c'est peut-être excessif, mais en fait, ces affaires qui
qui ont eu lieu caractérisent l'affaire Grégory, ce sont les années 80 en France, alors ça dure en plus, donc là, mais ça caractérise une communauté à un certain moment. Truman Capote, c'est aux États-Unis, voilà, c'est à une autre période dans le Kansas, et donc ça caractérise une certaine façon un certain mode de vivre ensemble, et aussi parce qu'effectivement ça fait parler. Et dernière chose, ce que je trouvais intéressant, c'est notre façon de relationner les uns avec les autres. Dans le fond, le fait divers, c'est une sorte de mise en abîme de la façon dont je cohabite avec les autres, alors plus ou moins bien. Et je trouvais extrêmement révélateur que Roland Barthes fait un cours qui s'appelle « Comment vivre ensemble ». Et en fait, il travaille sur un des faits divers qui est la séquestrée de Poitiers, où il veut montrer en fait que la réclusion qu'elle choisit, elle a choisi sa réclusion, ce qui est sans doute archi faux. Elle était enfermée de force par sa mère et son frère. Mais c'était intéressant de voir que pour lui, pour Barthes, l'image du vivre ensemble, c'est un fait divers, et c'est le fait divers de la réclusion et de la solitude, une sorte d'antidote, une sorte de contrepoint total. Comme ça. Et donc, il me semble que effectivement, le fait divers, ça active, ça nous interroge sur nos capacités à être ensemble, et ça nous permet d'être ensemble autour d'un même récit, en fait, donc, tout en ayant éventuellement des opinions différentes. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Vous avez évoqué au début de l'entretien la radicalisation comme une réaction à la dissonance cognitive, qui est elle-même une réaction. Est-ce que du coup, dans le fait de tous ces récits de faits divers et le fait d'être un lecteur aussi malléable comme ça, est-ce que ça ne nous pousserait pas à accepter le fait de notre propre faillibilité, déjà, d'une certaine manière, à prendre conscience donc de la relativité de notre opinion, et de ce fait d'accepter le fait qu'autrui aussi puisse avoir ses idées, puisse aussi changer d'idée. Est-ce que ça ne nous met pas un peu tous à égalité justement dans ce champ pratique? Oui, c'est très juste. Et puis ce que vous dites, c'est la question de la tolérance. Dans le fond, ça nous rendrait un peu tolérants aussi, un peu moins intransigeants par rapport aux opinions des autres, en fait. Et je pense que le fait divers, c'est un endroit justement dont on peut parler d'un fait divers, peut-être qui n'est pas, qui permet d'échanger peut-être sans moins s'écharper, on pourrait dire aussi. Vous voyez, c'est pas comme quand on parle d'élections ou alors là, ça dégénère tout de suite. Mais justement, on peut échanger, en fait. Et effectivement, vous avez raison, ça nous enseigne à quel point nous sommes effectivement malléables, fragiles dans nos savoirs. Ce qui interroge le fait divers aussi, c'est notre rapport au doute, à l'incertitude. Est-ce que j'accepte de ne pas savoir? Est-ce que j'accepte de me dire, voilà, là, il y a une part d'ombre? Ou est-ce que je ne supporte pas et j'ai besoin de savoir qui est le coupable, par exemple? Ça nous interroge. C'est la grande différence avec le récit policier, si vous voulez. Dans le fond, qu'on sait qu'on va trouver le coupable. Le fait divers, non, vous acceptez que peut-être on ne trouvera jamais le coupable et qu'on n'aurait pas de réponse, en fait. Ça nous rend humbles. Oui, c'est ça. Justement, donc voilà, merci beaucoup, parce que je trouve que votre essai nous donne beaucoup de clés, beaucoup de matière à réfléchir, et fournit même l'occasion de beaucoup de discussions aussi autour de nous. Donc, et en ce moment aussi, il y a de toute manière beaucoup de raisons de réfléchir à ces changements d'opinion, à la manipulation ou pas. Oui, ça nous donne à réfléchir sur notre rapport à l'incertitude, sur notre rapport aussi, parce qu'en fait, actuellement, on vit la période un peu inverse. Moi, je trouve de la pensée ou de la parole unique. Là, c'est tout converge vers un même sujet, on entend tout le temps la même chose, paradoxalement. Je trouve que c'est assez unifié. Enfin, ça manque de discorde, si vous voulez, on est un peu autour on a dit le même type d'information, même s'il y a des fake news qui circulent complètement absurdes, mais globalement, on est quand même dans une même, justement parce qu'on est en période de forte incertitude, de forte inconnue, et donc du coup, évidemment, le discours collectif est vraiment s'unifie, en fait, il s'autonomise et se réunit autour d'une même voix, en fait. Donc, mais c'est vrai que la question de l'incertitude, elle se pose là actuellement. Pas sur les mêmes sujets, bien sûr, mais elle se pose. Très bien, merci beaucoup, Madame Toudoir-sur-la-Pierre. Voilà, merci pour cet entretien, et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.